سايبر تول. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم سايبر تول. كما تعودتوا معنا كل نهار ثلاث من 3:30 حتى للأربعة متاع العشية، فقرات القارة متاعنا نحكيو على أمن المعلومات، الأمن السيبراني وغيره، نحكيو على الهجمات اللي صارت في العالم، ونقدموا زادة جديد في عالم التكنولوجيا هذه وأمن المعلومات. اليوم 5 ديسمبر 2023. الأكيد وقت نحكيو على سايبر سيكوريتي نحكيو على حماية التليفونات متاعنا، حماية ليزورديناتور، اي اشكاليه تنجم تصير، فيروس، اتاك وغيره. مهم جدا زاده بما انه البرنامج متاعنا هو الاول والوحيد اللي يهتم بالسلامه المعلوماتيه والسيبرانيه، مهم جدا نواكبوا جديد في العالم، التطورات متاع التكنولوجيا هذه وين وصلت في المسائل هذه. زاده نحكيو حتى الشركات اليوم فاش قاعدين يعملوا، سواء شركات في تونس او شركات خارج تونس، ومهم جدا زاده نحكيو على التجارب في العالم. حلقه اليوم باش يكون مع ضيفنا باللغة الفرنسية، وفي كل مرة نلخصوا لكم ونترجموا لكم شنو باش يتقال في حلقة اليوم. نرحب كيف العادة بخبير البرنامج محمد الحبيب قحبيش، سي او اي تي سي ونكس جي ار سي. مرحبا سي الحبيب. مرحبا بك أسامة. وليك الكلمة توا مع ضيفنا. مرحبا بالمستمعين الكل. Voilà. Tout d'abord, on souhaite la bienvenue pour monsieur Benoît Grunewald, qui est un expert cybersécurité AEZ. Bonjour Monsieur Benoît. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà. Donc, comme l'a énoncé notre cher ami Oussama, on va aborder une émission spéciale AEZ aujourd'hui. Là, on va aborder plusieurs sujets sur la cybersécurité d'une façon générale, sa définition, les risques majeurs, les risques émergents même. Et qu'on va aussi continuer avec une deuxième épisode qui sera diffusé le 12 décembre, qui traitera peut-être les défis futurs de la cybersécurité et la vision de AEZ sur les défis de la cybersécurité. Voilà. Si on peut commencer par présenter AEZ et sa présence en Tunisie. Alors, merci de m'accueillir. AEZ, c'est maintenant plus de 32 années d'existence. C'est une entreprise qui a été créée au cœur de l'Europe et qui est souvent très connue pour l'antivirus Note 32. C'est notre premier produit. Et il se trouve que depuis la création de cet antivirus, on a énormément évolué. Aujourd'hui, on a 13 laboratoires dans le monde entier qui vont analyser les menaces. On a 2500 personnes qui vont faire en sorte que les produits fonctionnent. Mais ça c'est par rapport au début, ça a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait forcément déjà du cloud. Donc il y a 32 ans, on avait du cloud parce que les mises à jour des antivirus, ça venait de notre cloud. Et puis au fur et à mesure, sont venus faire grandir l'entreprise avec différentes fonctions, l'intelligence artificielle, la sécurité en elle-même de notre cloud, la mise à disposition de cloud pour des clients et l'ajout de briques supplémentaires qui vont permettre aux entreprises de se protéger plus largement que ce que l'on appelait avant l'antivirus. Et là, je pense. Et je confirme parce que j'étais un des premiers utilisateurs de Note 32, donc je confirme. Maintenant, pour AEZ, quelle serait la définition de la cybersécurité pour AEZ et quel est son rôle? Je dirais un rôle crucial certes, mais quel est son rôle dans une organisation en 2023? Le rôle d'AEZ est donc toujours un rôle de protection de ce que l'on appelle l'EPP, l'endpoint. Et bien entendu beaucoup plus loin, parce que quand on va protéger Microsoft 365, Google Workspace, des SharePoint, des passerelles, on va beaucoup plus loin et c'est ce que l'on appelle les points d'entrée et on va nous apporter une défense active et en profondeur de ces différents points d'entrée. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est ce que l'on appelle la Cyber Threat Intelligence, la CTI. Et cette connaissance de la menace que l'on a grâce à notre vision mondiale eh bien, nous permet d'apporter à des entreprises qui sont matures, plus matures que celles qui ont juste besoin d'un endpoint, une vision pour anticiper et répondre à la menace. Et là, je pense
Je pense à des événements mondiaux comme des Jeux Olympiques, de Coupe du Monde de rugby, ou même quelque chose qui est beaucoup plus large, comme des CERT qui vont agir soit sur un niveau local, régional ou même continental. Exactement, exactement. Moi, en tout cas, je valide ce que vous venez de dire parce que lorsqu'on parle de CTI, étant je dirais pas un expert, mais quelqu'un qui a travaillé énormément sur la norme ISO 27001 avec son évolution vers la version 2022, parmi les mesures qui ont été ajoutées, c'est l'obligation de montrer aux auditeurs qu'on fait une activité de threat intelligence. Maintenant, avec le passage obligatoire de plusieurs sociétés de la version 2013 vers la version 2022, il y aura forcément, on en a parlé déjà, mais il y aura forcément besoin de explorer ou de consommer, je dirais de consommer ce service-là des aides. C'est un service que, comme vous l'avez dit, il est basé sur 13 laboratoires. Je pense que vous faites un travail qui est énorme par rapport à la Cyber Threat Intelligence. Maintenant, pour la cybersécurité, d'une façon générale, donc EZ, elle se concentre principalement, vous avez parlé des endpoints certes, mais je pense que le point le plus crucial, c'est la data, c'est la donnée des utilisateurs. Lorsque vous avez parlé de SharePoint, lorsque vous avez parlé de Microsoft 365, de Amazon, de Google Workplace, excusez-moi, je pense que vous avez un focus énorme sur la data d'une part, et d'autre part de l'évolution réglementaire en Europe, dans le monde, et même si en Tunisie, vous savez qu'en Tunisie, on était un des précurseurs pour la protection des données à caractère personnel. On a une loi qui a été élue en 2004. Mais je pense que l'évolution réglementaire en Europe, elle a incité EZ pour ces 32 années ou 30 années d'existence à évoluer ses services. Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer l'INPDP ici en Tunisie. On a partagé une vision commune sur la protection de la donnée. Et c'est vrai aussi que quand je parle de Google Workspace et ou de protection du endpoint, c'est bien pour éviter à la fois la fuite de données et l'arrêt des systèmes. Donc ces deux catégories d'exigences que l'on va classer peut-être sous cyber-résilience, c'est effectivement notre objectif, de permettre à ce que les entreprises n'aient pas de fuite de données. Et aussi, ça c'est moins notre sujet, mais je pense que c'est quand même intéressant pour les entreprises, c'est de savoir qui accède à la donnée et comment. La traçabilité, la gestion des droits des accès. Alors c'est pas tellement mon domaine, mais c'est un sujet que l'on aborde fréquemment. C'est un souci, que ce soit de petites, moyennes ou grandes entreprises, telles que les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés pétrolières, les services financiers, la traçabilité de l'accès. Et surtout pour les entreprises qui sont implémentées en Tunisie, mais qui collaborent ou qui travaillent avec des sociétés ou des organisations européennes, le RGPD, certes, ça fait fatiguer beaucoup de DSI. Là, j'en connais des DSI qui sont fatigués par rapport à ça, mais je pense que EZ, elle peut apporter disons, des leviers ou des contrôles ou des mesures pour faciliter et automatiser la protection de leurs données. Oui. Moi, la première mesure à laquelle je pense, c'est le chiffrement du poste. On a tous un poste de travail. Alors parfois, certaines entreprises ont fait le choix de minimiser ce qu'il y a sur le poste de travail pour le déporter dans des serveurs. Mais pour autant, le poste de travail, il y a un moment où, quand on travaille sur la donnée, on la déchiffre. Et donc, elle est sur le poste de travail. Donc, il faut bien le protéger. Et nous, on propose notamment le full disk encryption, ce qui veut dire qu'à partir de la console centralisée, on va pouvoir... Allez, c'est vraiment sans exagérer, cliquer sur un bouton et avoir l'ensemble de son parc qui va être chiffré. C'est transparent pour l'utilisateur et ça apporte en termes de RGPD une solution. Conformité. Exactement, une conformité à l'article 32 et 34, aux articles 32 et 34. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, sur la traçabilité, on est quand même à un très haut niveau dans le système. Donc on a une verbosité qui est très forte et on a beaucoup de logs qui peuvent nous remonter, que l'on peut stocker soit pour une action forensique a posteriori, mais que l'on peut aussi utiliser en temps réel. Et ça c'est l'EDR, ça fait partie vraiment des technologies qui apportent une vision supplémentaire
pour répondre à la fois aux menaces, mais également aux exigences Exactement. Vous avez parlé de EDR, là, j'en connais énormément d'auditeurs qui veulent entendre beaucoup sur les EDR, mais plutôt, je pencherai sur, pour AZ, quelle serait son évaluation ou son analyse sur les risques actuels et les menaces actuelles en termes de cybersécurité. Je dirais, vous allez peut-être en parler davantage, les ransomware 2.0, les ransomware as a services. Maintenant, c'est un service qu'on peut acheter, qu'on peut s'acheter. Les menaces internes, la gestion de la vulnérabilité, la gestion de l'obsolescence au départ, tout ça, je pense que c'est des menaces que EZ a pris en considération pour développer ses produits, certes, mais pour protéger ses clients et pour protéger ses partenaires. Oui, complètement. Et alors les partenaires, c'est un point très important parce que on croit énormément aux partenaires, on croit énormément au fait que la présence locale est primordiale pour accompagner un client. C'est-à-dire qu'on pourrait vendre des licences, mais quand on fait de la cybersécurité, vendre des licences, ça ne marche pas parce qu'il faut connaître le client, il faut implémenter, il faut déployer. Il faut le conseiller. Il faut le conseiller, il faut ajuster en fonction de l'usage, et encore plus avec l'EDR. Donc le partenaire, il est là pour nous primordial pour faire l'interface entre nous et le client, ce qui ne veut pas dire que le client ne nous parle pas, ce qui veut dire que le partenaire apporte une valeur ajoutée vis-à-vis du client. Exactement. Donc la montée en compétence de vos partenaires, c'est un des levier de croissance de EZ. C'est obligatoire parce qu'il est notre représentant, il est obligé de connaître nos solutions aussi bien que nous, et comme il connaît le client, il sait aussi quelle solution va lui correspondre parce qu'il connaît sa maturité cyber, et au final le client, par exemple s'il fait un appel d'offres ou autre chose, il va gagner du temps parce que le partenaire, lui, va lui apporter la bonne solution. Exactement. دونك احنا باش نحاولوا نلخصوا ونترجموا اللي كان يتحكى. دونك نحكيوا على شركه ايزاد اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا في سواء على المستوى الاوروبي ولا المستوى العالمي. هنا نحكيوا على اكثر من 30 سنه معناتها موجوده في اوروبا، 13 لابوراتوار في العالم. نحكيوا على 1500 مختص في الميدان هذا. نحكيوا زاد على استعمال الذكاء الاصطناعي لأساليب الحماية. نحكيوا زاد على أنه عندها دور كبير في أنه تحمي المؤسسات الكبرى أو الصغرى في عديد الاختصاصات، وكانت الأمثلة كبيرة سواء حتى المشاركة سواء حتى في التظاهرات لحماية زاد التظاهرات هذه من أي حاجة تنجم تهددها سواء في الأمن السيبراني. نحكيوا على الهجمات اللي تنجم تصير مع الألعاب هذه والتظاهرات هذه. وزاد لهنا في النقطة الأخيرة هي الخدمات اللي تقدمها الشركة هذه بالنسبة للعملاء متاعها وإلا الشركاء متاعها في المجال هذا اللي يخلي إنه اليوم كي نحكيو على سايبر سيكوريتي نحكيو على حاجة مهمة برشا أصبحت واقع يمكن التعامل متاعها قاعد يتطور من عام لعام. صحيح أسامة. ويمكن زاد باش نرجعوا مع ضيفنا على موضوع اللي هو مهم برشا اللي هو شنو تقدموا ازات يمكن بصفه خاصه للحرفاء نتاعها وللشركاء نتاعها. Donc monsieur Benoît, on a abordé le sujet de ce que peut apporter EZ pour ses clients, pour ses partenaires. Je pense que EZ elle joue un rôle prépondérant dans le conseil de ses clients parce que on est devant un marché. On le dit, c'est un marché consommateur. Ça veut dire que chaque responsable d'une entreprise, en fait, c'est primordial pour lui de protéger ses données. Moi, je dirais que pendant une étude qui a été faite sur l'évolution du risque par la Banque mondiale, le seul risque qui n'a pas changé de ranking, de level pour 2023 et pour une estimation pour 2025, c'est le risque cybernétique. Oui. Et il est de plus en plus mis en avant. Je pense au World Economic Forum aussi. Exactement, c'est ça. Qui met ce risque-là en tête. C'est parmi les top 3. Exactement. C'est parmi les top 3, exactement. Pourquoi ? Parce que si on a une fuite de données, on a effectivement des conséquences réglementaires. On va avoir des conséquences également business, parce que les clients peuvent tout à fait nous quitter parce qu'on ne prend pas soin de leurs données. Et puis ensuite, on a pour moi un impératif business qui est que aujourd'hui, vous évoquiez les ransomware. Aujourd'hui,
le ransomware, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est la finalité de l'attaque qui va mettre l'entreprise à l'arrêt. Donc, ça veut dire chômage technique, plus de travail. Et avant ça, il se passe énormément de choses que les cybercriminels doivent réussir. Alors, c'est pour eux un challenge, mais malheureusement, ils y arrivent. Réussir pour rentrer dans l'entreprise, s'installer, persister, sortir les données et ensuite les chiffrer et faire que l'entreprise ne fonctionne. Exactement. Moi, j'ai changé même pendant d'autres épisodes, c'est que je disais que parmi les personnes les plus patientes que j'ai vues dans ma vie, c'est les hackers. C'est des personnes qui sont patients. Ils ont une stratégie qui est très, très carrée, très simple. Il a un but, c'est d'arrêter le système. Vous volez vos données et vous demandez une rançon. Si vous ne payez pas, on va mettre en vente vos données. Oui. Oui. Alors, et donc on a beaucoup d'ingéniosité parce que vous le disiez, ransomware as a service, et également extorsion. Donc on vous demande une rançon pour vos données. Double extorsion, on vous demande une rançon pour ne pas diffuser vos données et ne pas alerter. D'ailleurs, on l'a vu, une entreprise américaine. En fait, c'est les pirates qui ont entre guillemets déposé plainte auprès de l'autorité en disant nous avons leurs données, donc les données ont fuité. Vous devez leur mettre une amende. Exactement. Et ensuite, vous avez la triple extorsion, notamment dans tout ce qui est médical, où vous allez, le cybercriminel va prendre les données, faire une extorsion sur l'entreprise et ensuite dire attention, vous êtes client de cette entreprise-là, si vous ne payez pas, eh bien vos données médicales peuvent se retrouver elles aussi dans la nature. Exactement, mais moi je dirais que c'est des... On parle de cyberterrorisme maintenant, c'est des entités qui sont organisées, c'est des sociétés. C'est des sociétés avec un organigramme qui est très clair. Vous avez un dirigeant, vous avez un directeur comptable, vous avez un responsable pour les opérations, vous avez un responsable même pour les logistiques, la logistique. Des supports techniques pour aider les gens à payer en Bitcoin. Exactement. Moi, je me rappelle, en fait, CyberTalk, notre première émission, elle tournait autour d'une attaque qui s'est déroulée sur un des hôpitaux sur Paris et on a essayé vraiment de mettre en évidence l'importance de la cybersécurité dans la préservation de la vie des personnes. Parce que lorsque vous avez une clinique ou un hôpital qui est à l'arrêt, ce n'est pas comme une industrie, là où on a des vies. On n'a pas de l'argent, c'est des vies des gens qui, lorsque vous allez faire une opération, vous ne savez pas, est-ce que c'est un homme ou une femme? Parce que tout est basé, c'est un DMI, vous avez un dossier médical informatisé. Donc si le système il est à l'arrêt, c'est que... Vous n'êtes pas en mesure de faire l'opération, c'est vital, on est d'accord. Et le temps c'est de l'argent, mais le temps aussi c'est la vie des gens. Complètement. Et en parlant d'hôpital, moi j'ai toujours en tête, parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas, entre guillemets, on prend comme exemple dans les rétextes souvent ce qui ne fonctionne pas. Et moi j'ai quand même un bon exemple, c'est le centre hospitalier de Brest qui a vu son système pénétré, c'était un vendredi soir à 22h, ça arrive souvent à cette heure-là parce que les équipes partent en repos, partent en week-end. Et donc il y a eu des premiers signaux d'attaque qui ont été relevés. Le RSSI a été rappelé et de là ils ont commencé des investigations et ils ont réussi à contenir l'attaque parce qu'il y avait les bons réflexes. Il y avait un EDR notamment, il y avait des éléments qui montraient qu'il y avait une activité dans le réseau. Une activité suspecte, bien entendu. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à contenir cette attaque. Malgré tout, ils sont restés plusieurs semaines quasiment à l'arrêt. Parce que à partir du moment, ou en tout cas en mode dégradé, pas à l'arrêt complet, mais en mode dégradé, à partir du moment où vous avez une intrusion dans le système d'information, vous devez savoir comment, pourquoi, quelle est l'ampleur, est-ce que ça touche les sauvegardes? Parce que si vous restaurez des sauvegardes et que en fait, vous avez la faille qui est encore dedans, vous repermettrez aux pirates de revenir. Encore une fois. Donc c'est là où l'importance de la connaissance de soi-même et des logs et de l'activité suspecte sur son système d'information est primordiale. Avant de passer la parole à Oussama, moi je dis que toujours, on ne peut jamais
protéger un actif qu'on ignore son existence. Donc voilà, c'est commencer. un des principes de la cybersécurité. Oussem. هو لهنا زاد خلينا نلخصوا الكلام اللي كان يلقى محمد الحبيب كحبيش اللي حكينا على الهجمات اللي صارت في العالم وكما قلت انت دونك واحده من الهجمات اللي صارت على واحده من المستشفيات في فرنسا كنا حكينا عليها في واحده من الحلقات ونفسروا كيفاش يتم سرقه المعلومات او كيفاش قرصنه معناتها المعلومات الشخصيه اللي موجوده معناتها في المعطيات الشخصيه للمرضى والصحيه زاد للمرضى في المستشفى هذه. لهنا زاد حكينا مع ضيفنا على توقيت الهجمات اللي توقيت فيه زاد رمزيه كبيره برشا. حكايه زاد على واحده من الهجمات اللي صارت نهار الجمعه 10 نتاع الليل وقت اللي براتيكمون ما تلقى حتى حد يخدم ثم ويكاند دونك تصير لهنا الهجمات هذه. والاسئله المهمه زاد في الوقت اللي نحكيو على سايبر سيكوريتي باش المستمعين معنا نتاعنا يزيدوا يفهموا اللي راهو علاش صارت الهجمه كيفاش صارت والتوقيت نتاعها وكيفاش باش تتعامل معها بعد ما تصير الهجمه هذه. لي ريفلكس معناتها كيفاش انك تتصرف في الهجمات هذه. دونك هذايا في البارتي الاولانيه مع ضيفنا. سينو تو سويت نمشيو سايبر ادفايس. سايبر ادفايس. عندك الكلمة محمد الحبيب. شنو باش نحكيو تو في السايبر ادفايس؟ Voilà, maintenant on va céder la parole à monsieur Benoît. En fait, c'est un cyber advice by EZ. Donc on va essayer de vous entendre et de nous présenter une des conseils ou des remarques ou des recommandations et quel serait l'apport de EZ dans cette problématique. Je vais rebondir sur ce que vous disiez qui pour moi effectivement est fondamental et on peut parler des bases, c'est connaître ses actifs. Aujourd'hui, qu'elle soit cloud ou pas cloud, on propose une console qui va au-delà de la gestion de la sécurité traditionnelle que nous on propose, antivirus, protection du endpoint, etc. On va notamment, parce qu'on installe un agent qui est très léger, on va pouvoir répertorier l'intégralité de son système d'information, faire remonter les applications et le matériel qui est dans son parc, et grâce à ça, on va pouvoir aussi les classer. Ce qui veut dire que si vous avez des postes informatiques, eh bien, on va savoir si il y a encore de la place sur le disque dur, on va savoir si la carte vidéo est récente, si le processeur est récent, etc. Et en fait, grâce à tout ça, on va faire la première chose, c'est la gestion des actifs. On va aussi pouvoir utiliser des filtres qui sont très puissants et qui vont pouvoir dire je vois le système d'exploitation, par exemple je prends tout ce qui est Win étoile et je le mets dans un groupe Windows, je prends tout ce qui est Linux étoile et je le mets, etc. On peut aussi dire par exemple les cartes réseau, tout ce qui est VMnet, eh ben, je le mets dans le groupe des machines virtuelles. Et à partir de là, avec ces groupes dynamiques qui sont faits dynamiquement, eh bien, on va pouvoir venir appliquer par exemple des correctifs, installer des logiciels, supprimer des politiques. Exactement. Un nombre incroyable de politiques qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont parfois rébarbatives ou qui, pour les grandes entreprises, sont faites avec des logiciels payants, coûteux, complexes. Et quand on est une TPE-PME, finalement, et je reviens à l'utilité du prestataire, le prestataire, lui, il va venir, il va installer la console ou il va vous activer un accès cloud. Et à partir de là, il va venir régler en fonction de vos usages ces différents groupes dynamiques et l'application des politiques. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que ce prestataire, si vous devez en choisir un, c'est pas forcément celui qui fait l'achat et la revente, c'est celui qui va vous accompagner, celui qui va vous connaître et qui va certes vous faire payer du service, mais ce service-là, c'est celui qui va faire que les données vont pas sortir et que votre entreprise c'est un retour d'investissement sur une perte qui est inestimable pour moi. Vous avez parlé aussi de création de groupes. Même on a déjà abordé un point qui est l'isolation des systèmes obsolètes, par exemple. Là, on le dit clairement. Il y a plusieurs structures conséquentes, mais qui utilisent encore des systèmes obsolètes. On parlait du Windows 2003, on parlait du Windows 2008, on parlait du SQL 2003. Là, je pense que EZ, elle peut offrir ce qu'on appelle l'isolation de ces systèmes-là. Je comprends qu'il y a
des problématiques d'utilisation parce que c'est des systèmes qui sont obsolètes ou des applications obsolètes ou legacy systems, ce qu'on appelle les legacy systems. On ne peut pas forcément mettre à jour facilement ou si ça coûterait très cher. Exactement. Donc je pense que EZ, elle offre la possibilité d'isoler ce qu'on appelle les systèmes, disons, obsolètes et vulnérables. Oui, oui, tout à fait. Parce que, et pourquoi ils sont vulnérables? Ils sont vulnérables parce qu'il y a des vulnérabilités inhérentes au système et aussi les systèmes ne nous permettent pas forcément de déployer les nouvelles technologies. Par exemple, un anti-rootkit sur un système obsolète, on ne peut pas le mettre parce que le système lui-même ne nous permet pas d'aller chercher les informations qui sont nécessaires pour détecter. Il ne génère pas de la data que l'anti-rootkit il va consommer. Par exemple. Donc le système est obsolète. Et nous, on veut essayer de les protéger, mais il y a juste un moment où c'est pas possible. Exactement. دونك لهنا محمد الحبيب كحبيش اللي تقال انه ايزاد دونك تعمل على الحمايه نتاع الانظمه نتاع الشركات، فما امور تقنيه عديده يظل محمد الحبيب كحبيش، فما مقاييس في التعامل مع الانظمه هذه، وهذا اللي كنا نحكيو فيه في كل مره معناتها في حلقتنا. هو اسامه اللي يحكي عليه ضيفنا مسيو بنوا، اللي هو اول حاجه اللي عمليه جرد لي زيكيبمون اللي عندنا، يعني لانفونتير اللي هو اول حاجه سي لا ديكوفيرت، نستكشفوا شنو اللي عندنا باش نجموا نحميوه. كما قلنا راهو ما نجموش نحميو نظام اللي نجهلوا الوجود نتاعو. اول حاجه ازات باش تعاون في لا ديكوفيرت دو سيستيم دانفورماسيون pour pouvoir protéger. ومن بعد زاد كيف حكى زاد ضيفنا على برامج اكتشاف الثغرات، حكى على برامج ليزولاسيون نتاع لي سيستيم اللي هما قدم. وليك الكلمه سي وسام. ميرسي بوكو مسيو بنوا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة محمد حبيب كحبيش. احنا هذا الجزء الأولاني، إن شاء الله الجمعة الجاية نهار 3 الجاي باش يكون الجزء الثاني في حلقتنا. شكرا لكم على الاستماع، في الأمان الناس كلها.